Calm before the storm. 28th of November 2015, before Tyson Fury went down to history as undisputed heavyweight champion of the world. Just want to show everybody that how nervous I really am. Amen to that. It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt, peppermint, heavy D up in my limousine. The calm before. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui. Rien que la boxe, c'est le retour avec, pour m'accompagner, Amar, coach, instructeur de boxe, ancien boxeur amateur. Comment vas-tu, Amar? Bah ça va, merci. Déjà merci pour l'invitation, Mister Moussa. Oh, avec la boxe. Voilà, bah super en tout cas. Ouais, oui, en fait, pour vous dire, en fait, on a, je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux. En fait, j'introduis, en tout cas, voilà, j'essaye de faire des soirées de boxe. Là, cette fois-ci, c'était bien sûr le Fury contre Dillian Whyte. Et j'aimerais bien qu'on fasse ça très souvent pour les grands combats de boxe. Et la prochaine, je vous le dis, ça sera le 7 mai, ça sera Canelo. Contre Bivol. Contre Bivol. Canelo contre Bivol. Et le 14, attention, le 14, ça sera toute une nuit. On va suivre Tony Yoka. Et on va suivre contre Martin Bacolé, yes. Et dans la nuit, il y aura Charlo contre Castagno, le numéro 2. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent, ils pourront... Vous voyez, ici, on a un grand écran, donc on a toutes les chaînes. Ça sera diffusé sur RMC comme là, ce combat avait été diffusé. Donc, vous pourrez même dormir. Là, on est au sous-sol, mais au rez-de-chaussée, vous pourrez dormir. Donc, on vous invite tous pour le 7 et le 14 mai. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, mais on va parler de ce combat qui a eu lieu là, à Wembley. Yes, devant 94 000 personnes. Ouais. Voilà, Tyson Fury Whyte. Gros combat en perspective, avec deux personnalités de la boxe anglaise, avec deux histoires incroyables. Ouais. Fury, Whyte. C'est la boxe, hein, c'est les grands duels de la boxe avec une belle histoire. Toujours une belle histoire. Voilà. Les anglo-saxons, entre guillemets, ils savent nous vendre des histoires. Et bon, l'histoire de Fury, bon, vous connaissez, champion du monde, entre guillemets, même pas déchu, mais je veux dire, qui est tombé dans la dépression, qui est revenu contre Wilder. Justement, c'est son dernier match. Son dernier combat, c'était contre Wilder. Voilà, les trilogies, les 3 derniers combats, c'était Wilder. Ouais, combat historique, légendaire, surtout le 3e, incroyable. Même le premier, quand il tombe, et il se relève, comme le catcheur, l'Undertaker, là j'ai vu des montages, il est allongé, et là on dirait il se relève comme ça. Ce type-là est incroyable. Et il y avait Dillian Whyte qui fait son petit bonhomme de chemin. Hein. On sait qu'il avait perdu à l'époque contre Joshua, son championnat du monde. C'est ça. Il a 2 défaites. Ouais. Il a Joshua et Povetkin. Où il prend très belle uppercut. Oui, mais après il avait pris sa revanche justement. Ça c'était son dernier match. Il avait eu la ceinture WBC intérim, c'est pour ça qu'il devait, entre guillemets, on l'a autorisé à combattre contre Tyson Fury, qui est le détenteur véritable de la ceinture WBC. C'est ça, ouais. Voilà, exactement. Donc un match à Wembley dans ce stade mythique. Parlons du match directement. Hein, donc on a eu un combat pratiquement à sens unique. On a cru au début. On a eu 2 bizarreries au départ, c'est-à-dire on a vu un Dillian Whyte qui combattait en gaucher. C'est ça, qui combattait en gaucher pour peut-être surprendre Fury dès le début. Après, comment te dire que je pense que Fury n'a jamais été inquiété dans le combat. C'est vrai que la position de gaucher de Whyte a un peu, je pense, pas déstabilisé, mais un peu surpris au début. Oui. Fury, mais quand on voit dans le premier round, on voit qu'il gère assez rapidement
cette position où il arrivait à bien rentrer son bras arrière en mettant son pied avant à l'extérieur, où il arrivait à bien se placer face à un White qui a jamais l'habitude de boxer en gaucher. C'est peut-être la première fois que je le vois boxer en gaucher. De toute façon, ça n'a pas duré très longtemps. Au second round, justement, ils ont inversé. Ils ont switché. Mais sauf que chez Fury, c'est une habitude. Ouais, c'est une Fury habitude, boxe, c'est ce qu'on appelle un switcher où il a les deux gardes. Fury, il boxe gaucher, après il passe en droit, il boxe en droitier, après il passe en gaucher. Il s'amuse à switcher souvent de garde, même dans un round. Et là, à partir du second, là, on a vu Fury qui a survolé le combat, qui maintenait un White sans solution, qui arrivait, comme il était plus petit, qui n'arrivait pas à pouvoir rentrer. Lui, qu'on appelle le body snatcher, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va... Destructeur de corps. Ouais, voilà. Destructeur de corps. Là, il a pratiquement jamais pu l'atteindre. Et pourtant, c'était la tactique à faire quand on a un grand comme ça pour le fatiguer. Pour le fatiguer, on essaye de lui toucher le corps. C'est surtout, oui, en fait, quand tu as deux morphologies complètement différentes, tu as Fury qui est grand, 2m06, tu as White, je ne sais pas combien il fait, mais il doit faire 95, 14, voilà. Ils ont à peu près 10 cm d'écart. La tactique va être plutôt que White va mettre la marche en avant, va peut-être commencer au corps pour que Fury baisse la garde pour terminer à la face. Ce qu'on appelle des variations de cible. C'est tu commences au corps pour terminer à la face, ou le contraire. Tu commences à la face pour qu'il lève la garde, pour libérer en bas, et après derrière, poum, poum, tu vas au corps. Donc ça, c'est la tactique, on va dire, classique. À la mexicaine. Voilà, un peu à la mexicaine. Après, ce qui a manqué à White, je pense, c'est d'explosivité. Je l'ai trouvé lent. Non, en fait, White a toujours été lent, mais il aime bien boxer en contre sur un coup. Il y a avec ses crochets très larges. Voilà, il y en a même eu un, je crois, à la 4e, qui a failli... il a touché, il a bien touché Fury. Je pense qu'il a évité même. Je pense qu'il a évité, mais... Ou peut-être un peu comme Canelo, tu sais, il accompagne un peu avec le menton. Il voit le coup arriver, donc il le prend, mais tu vois, il l'accompagne un peu avec le menton. Donc tu vois, il ne le prend pas plein fouet. Mais tu vois, moi je trouve que White a manqué presque d'ambition. Tu vois, j'ai trouvé qu'il a manqué d'ambition. Tu vois, il n'est pas venu, tu vois, premier combat, tu vois, j'attendais plus d'agressivité, plus de prise de risque. C'était peut-être l'appréhension, sachant qu'on sait qu'ils ont été sparring partner. Lui a été sparring partner auparavant, c'était vers les années 2013, c'était pour son combat contre David Haye qui n'a jamais eu lieu. Donc ils se connaissent très très bien, ça s'est vu même dans les interviews, ils se connaissent très bien. Donc lui avait beaucoup plus d'appréhension à mon avis. Techniquement, il n'a jamais su trouver la solution. Il a pris, je ne sais pas combien de crochets du bras avant, du fameux check des jabs aussi. Des jabs, il a pris beaucoup de jabs. Il a manqué d'ambition. Il a aussi, je le trouvais assez raide, pas assez de mobilité de buste. Quand tu boxes un grand qui a des longs segments, pim, qui boxe en ligne avec des longs jabs ou avec des crochets très larges, tu dois être en capacité d'avancer en bougeant ta tête, surtout à ce niveau-là, championnat du monde poids lourd, où tu connais la tactique, où voilà, il est grand, il va utiliser son allonge. Donc il aurait dû être en capacité d'avancer, de bouger sa tête, ou d'être en mobilité, tu vois, de faire des esquives rotatives. Il a manqué de ça. Après, c'est facile de dire ça, il a manqué, il aurait pu faire ci, faire ça. Et c'est la grande force de Fury, c'est qu'en fait, Fury, il ne te laisse pas t'exprimer. C'est ça, en fait. Fury, c'est là où tout son génie est dedans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style. Il arrive à te sortir de ton combat, il arrive à te sortir de ta tactique initiale. Tu viens avec une stratégie et tu tombes sur un mec qui boxe... qui sait tout faire. Qui sait tout faire. Il va te rentrer dedans, il va frapper, il va aller au corps à corps. Il va boxer. Il va boxer en reculant. Il sait tout faire. Il a une intelligence de ring assez incroyable et qui est pour moi, pour l'instant, dans tous les combattants, dans tous les boxeurs,
qui est numéro 1 en termes de, on va dire, de ce qu'on appelle en anglais les IQ boxing, l'intelligence du ring. Pour moi, il n'y a pas plus intelligent que Fury en termes tactique, placement, gestion de combat, gestion d'efforts. Tu vois, il gère ses efforts. Il est presque jamais fatigué. Pourtant, tu vois, il n'a pas un corps d'athlète. Parce qu'il sait gérer ses efforts. Il sait quand accélérer. Il sait quand récupérer. Parce qu'il a une défense extraordinaire. Où, par exemple, il va prendre des coups, il va tourner, il va faire des rolls avec son épaule, il va accompagner. Il va récupérer en faisant ça, en fait, Fury. Et c'est là où il est très très fort, c'est qu'il arrive à te sortir de ton combat ou à te faire perdre ta stratégie initiale. Tu vois? Et je pense que White est tombé comme beaucoup d'adversaires de Fury, Wilder, Klitschko, etc. Mais après, malgré cette domination, je ne pensais pas que ça allait avoir la finalité qu'on a eue, c'est-à-dire ce magnifique hypercut du bras arrière qui l'a électrocuté. Sublime. Alors, surtout que certains diront qu'il l'a poussé, mais ça y est, le travail était fini déjà. Non, là, s'il le pousse, il tombe comme un arbre, c'est qu'il est électrocuté, le gars. Si tu es lucide et tu pousses, tu restes sur tes jambes. Si tu es lucide, donc tu es encore solide. Donc, non, il ne le pousse pas. L'arbitre, de toute façon, l'a bien vu, il l'a vite arrêté. Non, il ne le pousse pas, ça c'est anecdotique. Ouais. Mais c'est vrai que ce combat-là, on peut dire qu'il était un peu ennuyant. Tu vois, Fury n'a pas pris de risque. Il jab, il a boxé, il était dans sa zone de confort. White n'a pas pu sortir Tyson de sa zone de confort. Je pense que, sans doute, je pense que le plus comment ça s'appelle, celui qui doit être le plus déçu, c'est bien sûr White. Je pense que Fury est aussi déçu. Parce qu'il avait dit à l'interview, il s'attendait à une guerre, à une vraie guerre. Peut-être, et c'est pas ce qu'il a eu. Parce que faut que vous compreniez que ces grands champions, eux aussi, ce qu'ils aiment bien, c'est gagner des fois facilement, mais des fois, en fait, ils aiment bien avoir de l'adversité aussi devant eux pour pouvoir augmenter justement leur... C'est pour ça qu'il a toujours respecté Wilder. Ah oui, c'est vrai. Il a toujours respecté Wilder, il l'a toujours dit, même si en conférence de presse, il charriait, t'es qu'un clochard, t'es nul, je vais te bouffer en 3 rounds, etc. Mais tu vois, après le combat, il disait, après moi, il l'a dit, c'est Wilder pour moi. Après moi, c'est moi le champion, le deuxième, c'est Wilder. Il l'a dit. Donc déjà, tu as une forme de respect et tu vois, c'est de l'adversité. Et c'est vrai que tu vas voir dans le combat, quand il prenait un coup, tu vois, Tyson, malgré la technique qu'il a, Tyson Fury, malgré la technique que c'est un boxeur, tu vois, en défense contre-attaquant, il aime la bagarre aussi. Oui, ça c'est rare, il sait tout faire. Et tu vois, quand il y a des coups, je suis là, viens là. Tu vois, pendant un moment, il a dit à White, là mon gars, je suis là, tu vois. Donc, tu vois, il aime ça, il aime la bagarre, il aime le sang. Et tu vois, même contre Wilder, aller à la bagarre contre Wilder, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Certes. Tu vois? Alors, les perspectives, en fait, on les connaissait déjà avant le combat. Fury qui avait annoncé sa retraite depuis au moins bien 2 mois. Je vais être honnête. Mes premières pensées, c'est arrête, tu veux négocier ton prochain combat. On la connaît, celle-ci. Mais par contre, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est une de ces interviews cette semaine de presse d'avant combat, où je l'ai trouvé vraiment sincère dans sa décision. Et il l'a rappelé aussi à la fin du combat. Il a donné un argument de plus, comme quoi il avait promis à sa femme d'arrêter. Alors, après, moi je le trouve sincère. Mais après, il est sincère peut-être. Mais tu sais, après, un boxeur, il y en a plein qui étaient sincères, qui voulaient vraiment arrêter, pas négocier un comeback, tu vois. Mais des mecs comme De La Hoya, n'importe quoi, ils ont arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, parce que voilà, ils sont arrivés au bout, ils ont gagné des championnats du monde, ça a été des énormes stars, ils ont perdu un peu la flamme, et 2-3 ans après, ils revenaient faire un combat, quoi, parce que ça les manquait, et peut-être moi dans cette perspective-là, tu vois, de peut-être qu'il va revenir. Après, moi, personnellement, je trouve que c'est du gâchis parce que j'aurais qu'il termine sur un... Moi, personnellement,
Je voudrais que Fury termine sur un champion unifié. C'est-à-dire qu'il prenne Usyk avec les 3 autres ceintures. Le vainqueur de Usyk, Joshua, qui va se faire en juillet. Ouais. Parce qu'à la base, il y a des pourparlers pour boxer Usyk directement. Avec, tu sais, en Angleterre, aux États-Unis, il faut beaucoup ça. Ils payent pour que le mec abandonne. Ouais. Ils avaient proposé ça, de l'argent à Joshua. Qui a refusé. Joshua, etc. Donc, à la base, ça devait se faire. Bon, après, tu as vu, il y a eu la guerre en Ukraine, truc, ça a pris un peu le bouillon, c'est le bordel. Et là, ils ont réussi à signer Usyk Joshua 2. Et après, bah voilà, moi j'aurais aimé qu'ils terminent sur un. Voilà, qu'ils prennent le vainqueur et que peut-être ils terminent champion unifié des poids lourds. Sachant que en fait, il a eu toutes les ceintures. Rappelons-le que Tyson Fury a eu toutes les ceintures. Mais pas en même temps. Mais pas en même temps. En fait, là, il a la WBC, mais en fait, il a eu toutes les autres ceintures avec sa victoire contre Klitschko. Oui, WBA. Voilà. Et la Ring Magazine. Voilà. Aussi. Et c'est entre guillemets, c'est Joshua qui en a hérité. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et je pense personnellement que c'est peut-être ça qui lui manquerait pour devenir vraiment la légende qu'il est peut-être déjà. Et je ne sais pas ce que toi tu en penses. Est-ce que toi tu le mets? Parce que là, on parle de l'histoire de la boxe avec un grand H. Est-ce que tu le mets, là, s'il arrête demain, parmi les plus grands champions, parmi les légendes, Mohamed Ali, Tyson, bon, peut-être un degré moindre. Hein, peut-être, oui, un degré moindre, mais. Est-ce qu'il est là, il est dans la conversation? Oui. Ouais. Moi, personnellement, oui, Tyson Fury, parce que déjà, c'est un extraterrestre. Tu vois, il est atypique déjà. Il est grand, gras, tu dis c'est qui ce mec et tu vois qu'il boxe comme ça, tu te dis c'est pas possible, tu vois. Et il les a boxés, hein, les Klitschko, tu vois. Moi personnellement, il boxe Joshua, il gagne Joshua facilement. Personnellement. Mais après, la boxe c'est facile de dire oui, nanani, mais personnellement, pour moi, il a 2-3 temps d'avance sur un Joshua. Tu vois, pour moi, il n'y a personne qui peut le battre. Tu vois, personne ne peut le battre là. Et tu vois, c'est comme des Tyson, Mike Tyson, tu vois, c'est des combattants qui sortent une fois tous les 20-30 ans, tu vois. Fury, c'est un mec qui va sortir une fois tous les 20-30 ans. Pour ça que pour moi, il est dans la légende. Il a gagné les championnats du monde. Son histoire fait aussi qu'il est atypique. Tu vois, il était dans la dépression, la coke, l'alcool, suicide. Après, le mec, il était à 180 ou 187 kilos. Il perd 60 kilos pour revenir à 120 kilos. Pour taper le numéro 1 Wilder, que personne ne veut rencontrer. Personne ne veut. On peut dire ce qu'on veut. Joshua, il parle blablabla, et qui dit bibib. Mais Fury, il l'a signé direct.